autour du thème des voitures volantes, un sujet un peu galvaudé, mais autour de moi j'ai trois experts du domaine. Monsieur Saint-Jean, patron de l'Onera, Monsieur Dumont, patron de l'engineering Airbus Hélicoptère, pour encore quelques mois, et Monsieur Cipriani, à la DGAC, en charge de tout ce qui est sécurité, régulation et sujets techniques. Donc je vais laisser chacun des orateurs aura 5 minutes pour présenter son sujet, et puis on enchaînera par des questions auprès de chacun. Monsieur Saint-Jean, à vous l'honneur. À moi l'honneur. Bonjour à toutes et à tous. Puisque c'est à moi l'honneur, je pensais que c'était intéressant de recadrer d'abord cette dimension historique. Et ce qui est intéressant lorsqu'on parle de voiture volante, c'est-à-dire un véhicule qui permettrait idéalement de passer de manière fluide de 2 à 3 dimensions, c'est que c'est un rêve qui stimule les efforts des inventeurs depuis à la fois les débuts de l'automobile et les débuts de l'aviation. Et par exemple, lors de la première exposition panaméricaine d'aéronautique qui avait lieu en février 1917 à New York, personne ici n'était né, Glenn Curtiss présentait son autoplane, synthèse ou plutôt superposition d'une automobile et d'un biplan. Et plus tard, en 1921, l'avion automobile de René Tempier se rendait au Grand Palais en descendant les Champs-Élysées pour la 7e exposition internationale d'aéronautique. Des années 20 aux années 80, de nombreux développements, en particulier aux États-Unis, s'efforcèrent de concrétiser le rêve. Et ces développements émanaient d'inventeurs passionnés qui travaillaient quelquefois pour de grandes entreprises d'aéronautique, Waldo Waterman et son Arrowbile, ou Theodore Piaule et son Convair Aircar. À partir de là, rien de surprenant à ce que le cinéma se soit emparé assez tôt de cette idée. Et vous vous souvenez peut-être, en 1965, à la fin du film, Fantomas s'envole dans Fantomas Deschênes dans une déesse volante. Mais in fine, force est de constater que ce qui a été obtenu à chaque fois, c'est finalement une synthèse entre de mauvaises voitures et de mauvais avions. Ces dernières années, les développements de voitures volantes apparaissent davantage comme des éléments de standing pour de riches passionnés que comme des facteurs de mobilité nouvelle. L'automobile est depuis l'origine un instrument de plaisir et de liberté. Cela va-t-il se produire dans la 3e dimension ? La question aujourd'hui, c'est plutôt, pourra-t-on parvenir à mettre au point dans un avenir raisonnable, verra-t-on nous-mêmes quelque chose dans les années qui viennent, un avenir raisonnable, un système de mobilité aérienne à la demande, ce qui serait clairement l'avènement d'une nouvelle ère pour l'aviation. Plusieurs éléments amènent à penser que ce n'est plus une utopie. Nous sommes actuellement à la convergence de 3 facteurs. Les acquis considérables et les développements en cours concernant les drones, et notamment l'automatique applicable au pilotage des aéronefs et à la gestion du trafic aérien. L'émergence d'une demande sociétale pour une mobilité à la demande. Et puis des technologies nouvelles pour l'aérien, comme par exemple la motorisation électrique, des technologies qui sont souvent dopées par les efforts consentis dans d'autres domaines, et notamment l'automobile électrique. D'ailleurs, depuis le début des années 2000, on observe un intérêt des grands acteurs, la NASA, les industriels, qui communiquent de plus en plus sur des concepts et sur un effort de recherche. L'Onera, dès 2009, s'est investi dans un concept entièrement automatique baptisé P-Plane, Personal Plane, qui avait pris la suite d'une étude européenne qui s'appelait Out of the Box, dont l'objectif était d'identifier les nouvelles technologies potentielles pour le transport aérien futur. Ce concept est issu d'une proposition qu'avait conduit l'Onera, qui réunissait un consortium de 13 partenaires, le DLR allemand, l'IAI l'israélien, l'INTA espagnol, le TIRA italien, le NLR hollandais, etc., dans le cadre d'un second appel européen du FP7. Ce projet s'est déroulé sur une durée de 30 mois, avec un budget total de 4,4 millions d'euros. Il s'agissait d'un petit avion propulsé par 6 fans, entraîné par des moteurs électriques répartis, intégrés dans l'aile. L'appareil étant entièrement automatique, seuls les passagers, entre 4 et 8, sont à bord. De nombreuses variantes sont possibles. On peut par exemple imaginer un système avec un pilote à bord qui n'interviendrait qu'en qualité de superviseur de vol. Les critères sur lesquels le consortium s'est focalisé dans l'élaboration du concept P-Plane sont
l'atteinte d'un haut niveau de sécurité et de sûreté, je pense qu'on y reviendra, une automatisation poussée, le respect de l'environnement et la prise en compte du facteur humain. Un élément clé de réussite, c'est que ces nouveaux véhicules puissent s'intégrer de manière fluide dans le trafic aérien. Cette évolution peut impliquer que les voitures volantes ou un quelconque système de mobilité aérienne à la demande soient équipés de systèmes de type détecter et éviter, detect and avoid, et que ces systèmes soient reconnus valides par la réglementation. Les avions de ligne sont déjà équipés d'un système d'alerte de trafic et d'évitement de collision qui permet aux avions d'éviter les collisions en situant les uns par rapport aux autres, voire en déclenchant automatiquement une manœuvre d'évitement. Il existe évidemment de nombreux points difficiles sur le plan technologique qu'il faudra lever, et la condition d'émergence d'une mobilité aérienne à la demande est bien entendu la preuve de sa sécurité. À cet égard, il faut avant tout conduire un important effort sur le plan technologique et pas se contenter d'invoquer un vide réglementaire. On a bien montré dans notre pays que, sous l'égide de la DGAC, on a été très réactif quand il s'est agi sur le plan réglementaire de mettre en place la législation nécessaire sur les drones lorsque la question s'est posée. L'ONERA est aussi très actif sur le sujet de la propulsion électrique des aéronefs. L'étude de la propulsion électrique pour un concept de mobilité aérienne à la demande est un puissant stimulant pour la recherche, car elle autorise des concepts d'emploi en rupture avec les usages consacrés par le temps. Cet avantage s'ajoute aux motivations classiques, telles que la réduction des nuisances sonores, qui est l'une des qualités bien connues des moteurs électriques, ou encore la réduction des coûts de maintenance. La propulsion électrique, c'est aussi une voie qui permet de repenser le système avion et l'intégration de la fonction propulsion à l'aéronef. C'est un mode de propulsion également bien adapté au concept VTOL ou à décollage court actuellement à l'étude. L'ONERA a d'emblée cherché à repenser l'ensemble du véhicule, son aérodynamique, son contrôle, la gestion du vol autour de cette nouvelle propulsion, en proposant un concept plane baptisé Ampère, dont vous pourrez voir la maquette au Bourget sur notre stand, donc venez la voir, n'hésitez pas. Ce projet nous a permis de faire émerger les technologies nécessaires et de bien identifier les verrous technologiques qu'il convient de lever. Naturellement, la production et le stockage de l'énergie électrique restent un sujet sur lequel il faut consentir un effort de recherche important afin de réaliser les meilleurs choix entre les différentes options, les piles à combustible, les batteries haute performance, l'hybridation avec des moteurs thermiques, etc., etc. Transformer ce concept plane en voiture volante nécessiterait bien entendu des évolutions. Il faudrait, pour qu'il puisse rouler sur de grandes distances, faire appel à un mécanisme de repliement des ailes qui ne grève pas trop le bilan de masse. Malgré tout, rien qui n'apparaisse comme fondamentalement impossible, même si l'avenir appartient davantage à un système de mobilité à décollage court ou vertical, ce que mon voisin ne pourra qu'apprécier. On peut dire aujourd'hui que la voiture volante ou la mobilité aérienne à la demande pourrait constituer une véritable innovation, c'est-à-dire produire une révolution d'usage dans les transports, intra- ou interurbains, par la réunion de technologies arrivées à un stade suffisant de maturité, tout cela dans un environnement sociétal nouveau. En résumé, il n'est pas utopique de penser qu'un tel système pourrait voir le jour d'ici 10 à 20 ans. Je vous remercie. Monsieur Dumont, je vais vous donner une vue un peu industrielle, un peu, comment dire, orientée business du sujet. Je pense que Bruno en a beaucoup dit, donc sur la technologie, il n'y a pas grand-chose à ajouter et on pourra avoir éventuellement quelques débats contradictoires au travers de vos questions. Ça commence par le besoin. C'est sûr que dans l'aéronautique, on a souvent vécu des révolutions par des coups de génie et que le besoin a été presque créé par les ruptures qui ont été apportées. Aujourd'hui, il y a une croissance, on ne va pas dire exponentielle, mais importante du nombre de méga-villes, de méga-cities, comme on dit en anglais, dans le monde. Il y en avait 10, des villes de plus de 10 millions d'habitants, il y en avait 10 en 1990, il y en aura 40 en 2030, avec une congestion dans ces villes qui est un vrai problème sociétal, celui dont on a entendu parler à l'instant. Ça crée un besoin. Alors est-ce que la voiture volante, est-ce qu'il répond à ce besoin ou pas? C'est une autre question. Tous les pays qui ont des grandes villes se posent ces questions-là.
Je pense que libérer la troisième dimension est une des options pour aller, on cite souvent un certain nombre de références cinématographiques, moi j'en ai deux, c'est Metropolis et la cinquième dimension, le cinquième élément, pardon. Je pense qu'on n'en est pas tout à fait là, en tout cas pour le cinquième élément. La question c'est comment y arriver. Et nous considérons que le besoin est là, et que donc il y a l'attraction du marché pour que si les technologies sont disponibles, on puisse arriver à quelque chose. Une fois qu'on a dit ça, on est face à la feuille blanche et on se dit comment on s'y prend. Et là, il y a une course de haies avec de la technologie, beaucoup de technologie. Alors il y a la technologie propulsive, il y a la technologie au sens nouvelle technologie pour laquelle on est inspiré par d'autres domaines, et effectivement on est suiveur avec l'intelligence artificielle. On a parlé du Detect and Avoid, la fonction qui permet à un aéronef d'évoluer sur sa trajectoire en fonction d'obstacles non prévus est naturellement beaucoup plus délicate sur un aéronef à 3 dimensions que sur une voiture, qui pourra toujours s'arrêter. Donc là, on a un questionnement de fond sur la trajectoire de l'aéronef. Il y a plus généralement son contrôle et la technologie de système qui sont des sujets sur lesquels il faut qu'on avance. Et tout le monde s'y lance un peu. Enfin, je pense que vous voyez dans la quantité d'initiatives venant d'industries du secteur aéronautique et venant d'industries à l'extérieur du secteur aéronautique qui montrent qu'il y a un réel appétit, un réel intérêt et que tout le monde apporte un peu sa pierre à l'édifice. Bon, une fois qu'on a parlé de technologie, c'est pas tout. Je pense qu'on n'a pas à sous-estimer l'aspect, je vais l'attaquer par l'autre bout, l'aspect acceptation par les populations de ces machins qui vont voler au-dessus de nos têtes. Et ça commence par des drones qui font quelques kilos. J'étais chez moi le week-end dernier à Marseille, un voisin a fait décoller un drone, 5 minutes après, un autre voisin hurlait. Son drone était petit, il était tout à fait dans les limites autorisées par la DGAC, mais il a fallu 5 minutes avant qu'un voisin s'énerve. Et là, on parlait d'un truc de 500 grammes. Donc la notion d'acceptabilité va passer par le travail réglementaire qui est indispensable. Et pourquoi ce travail réglementaire ? Parce que, Bruno l'a dit, on parle de sécurité. La sécurité, c'est ce qui guide tout notre industrie aéronautique. On a des objectifs de sécurité qui sont extrêmement exigeants, mais pas par hasard. Et il n'y a pas tellement de raisons pour qu'on dévite ces objectifs de sécurité, a fortiori quand les aéronefs en question vont aller se promener au-dessus des têtes des habitants des villes. Donc je pense qu'il y a une énorme dimension sécurité, tout ce que ça pourra signifier dans le contrôle de la trajectoire de ces aéronefs et dans leur sécurité intrinsèque, mais on parlera bien de la sécurité de l'ensemble, et derrière ça il y a quand même une histoire d'acceptation. Alors ça passe par le bruit, ça passe par l'aspect environnemental, mais ne sous-estimons pas que la mobilité, le taxi volant, la mobilité urbaine avec des aéronefs de ce type n'est pas qu'une histoire de faire décoller un joli démonstrateur quelque part dans un champ. C'est à peu près tout ce que je jetterai comme idée générale. En ce qui nous concerne, maintenant c'est simple. Face à ça et voyant ces obstacles-là, on est dans une logique de maturation de technologie et dans une logique de démonstration. De temps en temps, il faut regrouper quelques technologies et faire une démonstration, comme l'ONERA le fait d'ailleurs. Et à ce titre, juste pour en citer quelques-unes, je commencerai par Voom, qui est une démonstration de Uber aérien avec des hélicoptères. Parce que la question toute bête en étant directeur technique des hélicos, question toute bête qui se pose, c'est et pourquoi on ne commence pas par le faire avec des hélicoptères ? C'est bien de le faire électrique, c'est bien de le faire à 4 rotors, mais on a des machines qui volent, qui sont réputées sûres. Pourquoi on ne commence pas par faire ça avec des hélicoptères ? Et on l'a fait à São Paulo au Brésil, ce qui a permis de terriblement multiplier le nombre de vols de ce type au-dessus de São Paulo, dans une ville qui est très preneuse de vols en hélicoptère, et peut-être avec un petit peu moins de considération pour la sécurité, un cadre réglementaire un petit peu plus souple. Ça c'est justement la démonstration de qu'est-ce qu'on peut faire dans un environnement urbain.
Ensuite, on a des démonstrations de véhicules. Et là, on en a deux principales qui sont Varana, développées par notre filiale Acubed dans la Silicon Valley, et City Airbus, qui était né dans les équipes des hélicoptères, mais qui est maintenant mené par l'équipe CTO de Paul Eremenko, qui sont deux démonstrateurs très complémentaires du groupe pour le coup, étudier le véhicule. Et au travers de ces démonstrateurs-là, on regarde toute la chaîne de Detect and Avoid, la chaîne d'intelligence artificielle à bord de ces machines, et ça supporte les travaux réglementaires en cours, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis. Et je terminerai avec un dernier petit démonstrateur qui est une initiative qu'on a menée à Singapour de livraison de colis avec des drones de petite taille, qui en soi est anecdotique par rapport à la mobilité urbaine, mais permet en fait de tester bout à bout, à échelle réduite, l'ensemble des problématiques. Le partenaire réglementaire en l'occurrence étant la CAA de Singapour. On a avec cet exemple à échelle réduite qui s'appelle Skyways, à étudier toute la chaîne, y compris l'acceptation par le public. Le public en l'occurrence c'est les élèves de l'université de Singapour, qui vont voir passer des octocoptères au-dessus de leur tête à partir de cet été. Donc voilà pour la vue d'Airbus de ce sujet, j'allais dire la vue d'hélicoptère. On a beaucoup de technologies, mais pas que, et on procède par maturation des technologies et par démonstration. Merci. Monsieur Cipriani, à vous. Alors, merci à Bruno et Jean-Brice d'avoir rappelé qu'une des conditions majeures de succès de ces futurs concepts, c'est le niveau de sécurité offert. Il y a beaucoup de projets, vous l'avez dit. On en a recensé 21. Parmi ceux qui sont connus, il y en a certainement beaucoup d'autres. Sur les 21, 10 ont déjà volé. Ce qui fait qu'on n'est pas dans l'ordre uniquement du concept, on est déjà sur des choses qui fonctionnent et qui sont réelles. Alors ces différents projets, il y a un petit peu des choses très variées, mais caractéristiques communes. Atterrissage, décollage verticaux pour l'essentiel d'entre eux, ou très courts. Motorisation multiple, répartie, le plus souvent électrique. Et également des poids des tailles d'engins qui conduisent à ce qu'une certification européenne sera nécessaire. Donc on est déjà dans un cadre qui est fixé ainsi. Après, on a aussi soit des engins qui se rapprochent beaucoup de l'aviation que nous connaissons, des engins pilotés, avec certains qui alternent l'aérien et la voiture, qui peuvent être, suivant les moments, soit complètement une voiture et soit complètement un engin volant. On a ensuite des choses qui sont télépilotées, mais avec des passagers à bord. Et là, on se rapproche un petit peu du monde des drones. Et puis enfin, on a des projets en tout automatique. Et là, j'ai bien cité les niveaux de complexité croissante, en partant du plus simple vers le plus complexe. Une autre différence à apprécier est de savoir si on prend un concept de vol pour son propre compte ou un concept d'emport de passagers. C'est une distinction qui est très forte dans le monde de l'aérien aujourd'hui, tout simplement parce qu'on estime que la personne qui prend un engin et pour se transporter lui-même ou pour ses loisirs ou je ne sais quoi, d'une certaine manière assume ses propres risques et qu'il a le droit de le faire, dès lors que, bien entendu, on ne met pas en danger la sécurité de tiers. Alors qu'offrir un transport, un service, le passager s'attend à ce qu'on lui garantisse un niveau de sécurité. Et il n'a pas ni l'envie ni les moyens de s'interroger sur est-ce que ce qu'on me propose est sûr ou n'est pas sûr. Et il y a donc tout un dispositif beaucoup plus exigeant pour le transport et c'est une problématique qu'on retrouvera sur ces engins volants. Suivant que le pilote assumera ses propres risques pour son propre compte ou suivant qu'on offre un service comme on peut le voir à Dubaï, on entend dire un service de taxi tout automatique, ça a l'air extraordinaire. Mais celui qui va monter dedans comme passager, il aura envie d'être convaincu qu'il ne va pas risquer sa vie. Voilà. Alors, le niveau de sécurité derrière, c'est une vraie question.
il est difficile de répondre en absolu, mais on peut comparer les choses. Sur ces futurs transports, est-ce qu'on souhaitera avoir un niveau de sécurité identique à celui du transport de passagers d'aujourd'hui? C'est-à-dire typiquement, on est à peu près à 0,2 accidents mortels dans le monde pour 1 million de vols. C'est à peu près le chiffre moyen. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un système sûr. Est-ce qu'on sera prêt à accepter des niveaux inférieurs, comme celui de l'aviation légère, qui est à peu près 100 fois moins sûr en termes de niveau? Ce n'est pas certain du tout. Mais c'est plus une opinion personnelle qu'autre chose. Je suis convaincu que l'exigence aujourd'hui de sécurité du transport aérien se retrouvera dans ces futurs modes de transport. Alors, on a dit tout à l'heure que la technologie permettait beaucoup de choses, c'est certain. On a quand même ici un niveau de complexité bien supérieur à ce qu'on a fait récemment, à ce qu'on sait faire. On prenait l'exemple des drones. C'est un premier pas intéressant. Par rapport aux engins volants dont on parle, aux voitures volantes, les drones n'emportent pas de passagers. Donc un niveau déjà plus simple. Les drones ne volent pas là où les autres aéronefs volent. On est dans des espaces ségrégés puisqu'on limite les drones en altitude et ils ne sont pas censés se retrouver face à d'autres usagers, notamment pas d'autres avions. On a des petits engins. S'ils tombent, alors plus ou moins, vous me direz, hein, mais les règles d'usage tiennent compte de ces masses. Et enfin, la plupart aujourd'hui sont télépilotés. On a assez peu d'opérations aujourd'hui qui sont entièrement automatiques. Il y en a, mais moins. Donc on voit que sur tous ces segments, on est à un niveau de complexité très inférieur. Et on voit qu'il a fallu quand même un certain temps pour passer des premiers drones à une législation qui permette d'opérer, sachant que c'est aussi un exemple qui me semble utile pour notre sujet d'aujourd'hui. C'est un exemple qui montre qu'on peut réussir à fixer un cadre qui à la fois permette le développement de la technologie, parce que c'est bien l'objectif, et qui soit suffisamment sûr et évolutif pour garantir des conditions de sécurité acceptables. Il n'y aurait rien de pire que d'essayer de réglementer trop vite, trop loin, parce qu'on est sûr d'aller brider l'innovation, ou à l'inverse, ne rien faire trop longtemps, parce que vous l'avez dit, la sécurité des opérations, c'est une condition absolument essentielle au développement de ce type de filière. Alors, probablement, ça nous conduira à procéder par étapes. Je l'ai dit tout à l'heure, la plupart de ces engins devront être certifiés parce que ce sont des engins volants comme d'autres aéronefs, probablement au niveau européen. Ça suppose une certification de la technologie, ça suppose une définition des modes opératoires, comment ça se pilote, quelle formation faut-il prévoir pour les pilotes, quelles sont les performances et du coup comment ça peut s'insérer dans le trafic aérien. Plus on se rapprochera de l'aviation classique, par exemple des ULM en termes de type d'opération, et plus évidemment ce sera facile à faire opérer. Ensuite, on peut imaginer de commencer par des choses un peu plus simples, c'est-à-dire des routes préétablies, des trajectoires ségrégées, pas de survol de villes, parce qu'on sait que dès qu'on survolera des villes, on aura des niveaux d'exigence beaucoup plus élevés. Et puis des endroits avec peu de trafic et probablement aussi pas de passagers payants. Quand on aura démontré ce genre de choses, quand on aura démontré qu'on sait agir de manière sûre, eh bien ce sera assez simple, par brique, par étape, d'augmenter le niveau de complexité. C'est à peu près ce que nous faisons aujourd'hui pour les drones. Et si j'en crois les commentaires de l'industrie au sens large, ça marche pas si mal en fait. Alors, après, je vais terminer par toutes les questions qui se posent. Évidemment, il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Sur les procédures opérationnelles, si on parle d'engins qui décollent de son jardin, par exemple, comment est-ce qu'on insère tout ça dans un trafic au-dessus ?
Aujourd'hui, ce qui vole en basse couche, il y a des drones, il y a de temps en temps des hélicoptères, mais il y a assez peu de monde. Aujourd'hui, on n'est absolument pas prêt à organiser, imaginer un trafic entre 0 et 150 mètres. Comment gère-t-on l'imprévu? Alors, ce n'est pas uniquement une question technologique. L'imprévu, c'est la météo. L'imprévu, c'est bien sûr les pannes. L'imprévu, c'est les trafics alentours. Après, quels sont les problèmes de responsabilité d'assurance? Ça, c'est un sujet que nos collègues du routier commencent à apprécier de près. Atterrissage, décollage, quels aménagements? Aujourd'hui, les hélicoptères ne peuvent pas se poser partout. Ils ont des endroits, des hélistations, des hélisurfaces. Les ULM peuvent se poser partout, mais il faut quand même un minimum de cadre, une autorisation du propriétaire, de la mairie pour des usages occasionnels ou une autorisation du préfet quand c'est quelque chose de permanent. Et pourquoi? Parce que sociétalement, en quelque sorte, on n'est pas prêt à avoir des ULM qui se posent et qui décollent de n'importe où, alors que techniquement, il y aurait quand même des choses possibles. Et je pense qu'on aura la même question ici. Il faut que ce trafic futur soit organisé pour éviter à la fois les problèmes de sécurité, mais aussi des problèmes de fonctionnement, d'ordre public, de perception psychologique. Enfin, le sujet de la sûreté, on l'a peu abordé, mais il y a aussi une dimension gérer le risque cyber sur des opérations entièrement automatisées. Et finalement, peut-être que le sujet le plus difficile sera l'acceptabilité à la fois environnementale au sens large, pas uniquement nuisance sonore, parce que c'est pas sûr que ça fasse beaucoup de bruit tout ça, mais nuisance au sens pollution visuelle, être survolé par des engins inconnus dans sa maison, et donc à la fois environnementale et sociétale. Voilà, je vous remercie. Ouais, donc je voulais commencer ce débat par deux réflexions et avoir votre avis là-dessus. Dubaï a annoncé les premiers vols avec l'engin chinois Yong pour cet été, un passager complètement automatique. Et puis lors de la dernière conférence Uber Elevate à Dallas, Uber, la FAA, enfin tous les acteurs ont annoncé les premiers vols pour 2020. Et donc par rapport à ces deux annonces, je voulais savoir ce que ça vous inspirait, à la fois en termes de maturité des technologies, maturité des machines, et puis comment gère-t-il à la fois les aspects de certification et réglementaires? Ouais, c'est une question intéressante. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, on pourrait imaginer en sommant ce qu'on s'est raconté qu'il ne se passera rien avant 2050. Et pour autant, dans le monde, certains utilisent le terme américain bold, ils vont un peu plus fort que ce qu'on vient de dire. Et Patrick vient de résumer un certain nombre de questions assez fondamentales qui se posent. Et je pense qu'en Europe, à la limite, elles se posent plus et différemment. Il y a un aspect culturel. Là où, aux États-Unis, pour commencer par les États-Unis, il y a un peu plus ce principe de découverte du Far West. Et l'annonce de quelque chose de hier impossible, demain possible, est un élément de communication fort aux États-Unis. Donc on peut rire un peu en mode conservatif du fait que tout ça, ça ne se passera pas. Je n'aimerais pas forcément être le passager de Liang 184 qui décollera au-dessus des Émirats, mais pour autant, je pense que tout ça, ça va amener du bien, ça va amener du bon à tout cet effort que l'industrie est en train de faire vers cette mobilité aérienne différente. Donc, où vont-ils arriver? J'en sais trop rien. Uber a une approche qui est quand même très structurée et qui est donc très intéressante. Et puis, ils n'y vont pas tout seuls. Ils ont des partenaires, dont nos concurrents. Donc là, il y a quelque chose qui se construit et qui promet une date
que par ailleurs nous promettons aussi avec des démonstrateurs qui volent en 2017, en 2018 et des idées de certification rapide derrière. Je pense que l'important c'est d'apprendre et que le fait de tirer vers un objectif de macro-démonstration est assez intéressant pour nous faire apprendre plus vite. Ne pas le prendre par le poser de problème, mais le prendre par la recherche de solutions. Et cette approche qui a été celle qui guide Erang et qui guide Uber, et qui nous guide aussi. Mais on a des gènes, il y a une dimension culturelle que j'ai évoquée, on a des gènes, on veut quand même la sécurité avant tout. Donc en ce qui me concerne, je ne laisserai pas voler quoi que ce soit, en tout cas sous ma responsabilité, si je n'ai pas la bonne démonstration de sécurité. Et la sécurité pour ce genre de solution va un peu au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc la complexité de ce sujet fait qu'on regarde avec intérêt ces dates de l'été prochain et de 2020, mais on essaiera de viser 2020 aussi, si on est convaincu qu'on peut le faire. Sinon, ce sera plus tard. Bruno, au niveau technologique Au niveau technologique, je crois qu'on l'a résumé les uns les autres. Il existe déjà des choses, ça progresse. Il y a encore des étapes à franchir, mais ça paraît pas insupportable et infaisable. Je crois que d'ailleurs dans la réponse de Jean-Brice, on sent bien qu'il y a des éléments qui ont été soulevés par tous les trois. Le risque que l'on fait poser aux passagers et le côté Uber permet quelque part d'avoir un pilote professionnel. Patrick l'a dit tout à l'heure, ça limite. Voler au-dessus de ville, c'est peut-être pas pour tout de suite non plus. Il y a un autre objet, je parlais tout à l'heure de passer d'un milieu de 2 dimensions à 3 dimensions de manière fluide. Il y a un objet qui existe, qui est commercialisé depuis très très longtemps, mais c'est pas sur la route que ça démarre, c'est l'hydravion. Un hydravion, ça sert à faire ce genre de choses-là. Mais je ne sais pas si vous avez fait, comme moi, un jour un baptême en hydravion au Canada. Quand vous décollez, mais quand vous regardez en dessous, c'est des lacs, des forêts, des lacs, des forêts. Tiens, un être humain. Non, c'est un ours. Bon, autrement dit, du point de vue risque sur les gens au sol, vous êtes relativement confortable. Imaginez des voitures qui vous transporte la semaine prochaine entre Paris centre-ville et le Bourget, ce qui arrangerait tout le monde, mais c'est peut-être pas pour demain. D'ailleurs, il y a une start-up qui propose des vols entre le 15e et le Bourget la semaine prochaine. Alors moi, j'ai envie de rebondir sur ce que disaient à la fois Bruno et Jean-Brice. L'important, c'est d'avancer. De ce point de vue-là, ce qui se passera à Dubaï, comme d'autres expériences ailleurs, sera très intéressant à observer. Je remarque d'ailleurs, si mes informations sont bonnes, qu'ils ont aussi commencé à simplifier un peu les choses. Sauf erreur, ce système est prévu sur des routes préétablies. C'est pas quelque chose qui va n'importe où. C'est une espèce d'autobus volant en quelque sorte, ou taxi volant, mais sur des routes prédéfinies, préétablies. Savoir si ce sera certifié à quelles conditions, honnêtement, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais ce sera intéressant de regarder. On parle là du niveau de sécurité offert aux passagers. Sur un tel système, beaucoup de logiciels, je vais prendre un exemple un peu trivial, mais être dans la 3e dimension n'est pas neutre. Aujourd'hui, vous avez une tablette qui ne fonctionne plus ou un ordinateur qui ne marche pas, c'est arrivé à tout le monde, j'imagine. Qu'est-ce qu'on fait? On fait reset. Et quand le reset ne marche pas, on éteint on éteint l'électricité. Sur un train automatique, quand il y a un problème de ce type, il s'arrête. Il s'arrête et le temps de tout remettre en place. En vol, qu'est-ce qu'on fait? Les pilotes aujourd'hui, lorsqu'ils ont des problèmes de système, ils arrêtent les systèmes automatiques. Ils reprennent à la main. Et puis quand tout arrête, tout s'est arrêté, ils planent. Un peu moins facilement en hélico, je dois dire. Mais ils s'en sortent quand même avec quelques procédures. Qu'est-ce qu'on fait dans un schéma comme ça? Toutes ces questions, l'important c'est d'avancer progressivement et effectivement, probablement une question culturelle en Europe, disait Jean-Brice, on est moins tenté que dans d'autres régions du monde à faire des essais-erreurs.
On est moins tenté d'y aller et de revenir en arrière si jamais il y a des morts. On a plus une attitude consistant à essayer de garantir qu'il n'y aura pas de mort. C'est pas forcément moins bien, je dois dire. Donc on sera probablement dans cette démarche-là. Alors c'est vrai que je voulais rebondir sur ce point, parce que vous parliez de Sao Paulo. Sao Paulo, c'est la ville avec le deuxième plus grand parc d'hélicos. Hein, plus de 400 hélicos. Des monomoteurs, monoturbines qui survolent la ville. Si on regarde aux États-Unis, au-dessus de Los Angeles, n'importe quel Robinson est capable de voler. Même à San Francisco, où moi je vole en pilote privé, on peut survoler les gratte-ciel, passer au-dessus des SFO sans aucun problème. Comment on gère cette différence de culture, cette différence de certification face, quelque part, à un même véhicule, une même problématique? L'exemple de Sao Paulo est peut-être un peu extrême parce que c'est malgré tout peut-être beaucoup plus sûr de voyager, de se déplacer en hélico qu'en voiture et de s'arrêter au feu rouge pour d'autres raisons. Mais l'exemple des États-Unis est intéressant. Cette règle de survol monomoteur des villes, c'est une règle européenne. Et effectivement, on a travaillé d'ailleurs avec Airbus Hélicoptère il n'y a pas si longtemps pour essayer de voir dans quelle mesure on ne pourrait pas faire évoluer cette règle. Mais c'est un exemple où on a eu une approche en Europe, pas en France, en Europe, beaucoup plus prudente qu'ailleurs dans le monde. Une autre question, vous parlez d'à peu près 21 projets identifiés, on en a identifié plus d'une cinquantaine, en différentes architectures. Sur cette cinquantaine, 49 sont des startups. Et Airbus est probablement le seul grand groupe qui s'est lancé dans la bataille. Il y a eu des annonces d'Embraer, de Bell, mais pour le moment on n'a rien vu. Est-ce qu'un grand groupe comme Airbus a sa place sur un marché quelque part aussi risqué? Non, bien sûr. En fait, oui. Parce que on a... Ah non, j'ai failli passer pour sincère. On pense chez Airbus avoir des forces et des faiblesses. On a la faiblesse d'être un grand groupe habitué à une certaine forme de lourdeur, et pour aller vers ces changements, ces disruptions comme on dit aux États-Unis, il vaut mieux de l'agilité, il vaut mieux effectivement une structure start-up. En revanche, on a dans le groupe Airbus le jeu de compétences et le jeu d'expérience qui nous permet de répondre à une majorité des questions que Patrick a bien posées à la fin, tant les questions techniques, les questions réglementaires et même les questions sociétales. Donc on pense être assez bien armé. En revanche, effectivement, s'il faut bouger vite, Airbus a plus d'inertie qu'une start-up. De l'intérêt dans la maison Airbus de créer des entités qui sont un peu en périphérie du cœur du réacteur et qui peuvent bouger plus vite. Des speedboats autour du tanker, si on devait le faire en termes chers à Hervé Guillou, qui ne doit pas être loin d'ici. Et à Cube, en Californie, où les démonstrateurs que le bureau central de technologie du groupe CTO mène, City Airbus, que j'ai cité plus tôt en étant un exemple, sont des façons pour nous d'avancer vite, avec des process d'exécution de programmes un peu plus rapides, en mode start-up. Et pour ne pas tout ramener à Airbus, je pense que les bonnes idées, on n'en a pas le monopole. Donc le fait d'aller chercher dans un cadre national, quand on parle avec la DGAC, dans le Conseil des drones civils, on est un écosystème français. On a un peu les mêmes discussions dans le cadre européen. Nos discussions avec l'ONERA, pour ne citer que mes deux voisins, mais nos discussions avec l'ONERA, qui sont des discussions assez traditionnelles sur les technologies de l'aéronautique, on est en train de les étendre sur ces domaines-là aussi. On cherche les idées ailleurs aussi. On a un paquet de bonnes idées et une assez bonne expérience. On se dote de l'agilité, mais le faire seul est à mon avis voué à l'échec. Donc on essaie de chercher les bons partenaires pour avancer encore plus vite. Ok, merci. On arrive à la fin de cette table ronde. Peut-être une toute dernière question du public.
Bon, je me présente, Claude Trigano, je suis à la fois journaliste scientifique et chercheur, donc passionné par la gestion de la complexité, et notamment l'intelligence artificielle vraie, pas de ce qu'on se gargarise avec l'intelligence artificielle avec des modèles numériques en permanence, de l'algorithmie, mais avec vraiment des sciences cognitives. Ma question, en rapport avec l'évolution vers les smart cities, avec des villes qui vont devenir tentaculaires, qui sont déjà tentaculaires dans certaines régions du monde, qu'on ne va pas nommer, vous les connaissez mieux que moi. On se trouve dans l'obligation de rapprocher les aéroports des villes, des cœurs des villes, et en fin de compte, la problématique de la gestion de la complexité à 3 dimensions va se poser de façon inextricable dans l'ensemble des villes. Comment faire pour gérer les flux aériens, que ce soit les micro ou les macro-vecteurs, pour pouvoir éviter les télescopages et permettre vraiment la desserte dans les cœurs des villes. Et il y a des réponses, mais ça demande véritablement des travaux en profondeur, notamment avec un rôle des startups qui travaillent en coopération avec les grandes entreprises pour répondre à ce genre de questions. Mais il y a des réponses extrêmement concrètes possibles. Alors maintenant, qu'en pensez-vous ? Une réponse rapide pour conclure. Je crois qu'il y a deux visions là qui peuvent être différentes. Une vision très organisée des choses, des trafics, qui est celle qui a choisi l'aviation depuis son origine, et une vision brownienne qui repose beaucoup plus sur des systèmes d'évitement individuels. Alors je ne me prononcerai pas aujourd'hui vers quoi on va dans 20 ou 30 ans ou 40 ans ou 50 ans. Ce qu'on a vu quand même, c'est que organiser les trafics a été nécessaire à la fois pour les survols, pour le trafic, disons, de longue distance, y compris même pour la petite aviation et les schémas d'atterrissage. Enfin, le tour de piste autour d'un petit terrain, c'est une organisation du trafic qui a été jugée plus efficace et plus sûre que de laisser chacun arriver et puis se débrouiller comme il pouvait pour aller atterrir. Donc je ne sais pas si la technologie pourra inverser cette vision, mais aujourd'hui on est plutôt sur un schéma mental consistant à imaginer qu'un trafic organisé est à la fois plus efficace et plus sûr qu'un trafic brownien. Et technologiquement parlant, il y a bien évidemment un bon nombre de recherches qui permettraient d'aller de l'un vers l'autre, avec effectivement pas mal de startups qui ont des bonnes idées, qui sont proches, certaines sont assez proches de nous d'ailleurs, pour regarder ce qu'on peut faire. Mais si on le prend dans un mode intellectuellement prudent, parce qu'il faut quand même rester intellectuellement prudent, même si on peut être audacieux, je pense qu'une approche par étape, et Patrick a beaucoup parlé d'approche par étape, où on commence par cloisonner proprement les différents types de trafic dans un environnement urbain, et petit à petit, on laisse éventuellement interpénétrer avec quelques règles simples, et éventuellement là on amène de la technologie qui permet de gérer ça en sûreté. C'est la bonne façon de faire. Donc on a beaucoup de programmes de recherche qui vont dans cette voie-là, mais si on voit à court terme arriver le besoin de coexister de l'hélicoptère qui fait du secours médical d'urgence, faut pas l'oublier celui-là, au-dessus des villes, déjà aujourd'hui et demain encore plus, de l'avion qui va être toujours plus près d'un environnement urbain, et du petit machin, drone ou pas, qui va voler au-dessus des villes, il faut s'y préparer. Bruno, un dernier commentaire ? Il y a évidemment beaucoup de dimensions dans les questions que vous avez soulevées. Il y en a une qui est l'intrication de tout ça dans un même espace 3D. Parce qu'on le répète, on l'entend dire par les spécialistes, le trafic aérien est appelé à croître d'un facteur 4 à peu près dans les années qui viennent, ce qui pose la question de l'occupation, de la sécurisation, etc. On le voit aussi, le trafic de drones, l'utilisation de drones a énormément augmenté, et je vous renvoie, puisqu'on est à la tribune, un article qui est sorti cette semaine sur le rapport de l'EASA qui dit il y a eu 4 fois plus d'accidents de drones l'année écoulée qu'il y en avait eu dans les 5 ou 6 années qui précèdent. Donc à rajouter un autre élément dedans avec des transports
entre guillemets, de type voiture volante, c'est quelque chose qui doit être pris dans cette dimension. Puis du point de vue technologique, on l'a dit les uns les autres, on progresse grâce à des découvertes, des savoir-faire faits dans d'autres milieux. Quand on évoque les voitures volantes au-dessus des grandes villes, on pense effectivement plus, comme disait Jean-Brice tout à l'heure quand il parlait du cinquième élément, qu'à ce que je disais tout à l'heure avec la voiture de Fantomas qui était quelque chose de plus limité. Mais on a l'impression aussi, quand on voit ces films-là, qu'on a découvert l'antigravité. Et pour ça, ça va nous prendre encore un petit moment. Moi, je voulais remercier nos 3 orateurs. J'espère que le sujet vous a intéressé et vous a convaincu du fait que c'est vraiment quelque chose qui arrive.